L'affaire Jessie Travaglini, une passion amoureuse qui vire au meurtre, épisode 1. Comment devient-on criminel ? Y a-t-il des parcours spécifiques ? Des enfances prédestinées ? Avez-vous, chers auditeurs, la certitude absolue que jamais vous ne serez devant une cour d'assises ? Eh bien, vous pouvez vous réveiller un matin avec un casier judiciaire vierge, une vie bien rangée, et vous coucher le soir en ayant tué quelqu'un. C'est ce qui est arrivé à notre protagoniste. Oui, le passage à l'acte criminel tient à l'épaisseur d'un cheveu. L'expression n'est pas de moi, mais d'un psychiatre et criminologue belge, Étienne de Grief. Le cheveu ici est un cheveu blond, celui de Jessie Travaglini. Quelqu'un de brillant, à qui la vie semble avoir tout donné. Un époux gentil, un fils en bonne santé, une belle carrière. Alors y a-t-il de bonnes raisons de tout envoyer valser ? Qu'est-ce qui vaut la peine de risquer de finir ses jours en prison ? Notre histoire démarre un vendredi, juste avant le week-end. Nous sommes le 11 octobre 2013. Alain est en déplacement pour le boulot à Pierrelatte, dans la Drôme. Ce matin, il a une réunion importante. Il doit détailler les objectifs de la boîte pour les mois qui viennent à son équipe. Alain, 35 ans, est ingénieur de formation et directeur d'exploitation chez Liebig. Oui, vous connaissez certainement cette célèbre marque de soupe. C'est un poste à grosse responsabilité. Alors hier, il a travaillé tard sur sa présentation. Ça ne va durer que 15-20 minutes, mais c'est un moment important de son année. Il ne peut pas se planter. La réunion débute à 9h20, mais Alain ne commence son exposé qu'à midi. Ça se passe bien, tout le monde est content de lui. Alain est soulagé. Et puis, vers 13h30, tout le monde commence à avoir faim et quitte le bureau pour la pause déjeuner. Avant de partir avec les autres, Alain glisse la main dans la poche de sa veste et consulte son téléphone. Tiens, il a reçu un SMS d'Héloïse. Alain a rencontré Héloïse 8 ou 9 ans plus tôt. Il ne se souvient plus bien de la date. Elle était stagiaire qualité chez Liebig. Alain l'a trouvée belle. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils allaient à la même piscine. C'est rigolo ça rapproche. À la faveur d'une fête de réveillon, ils sont sortis ensemble et c'est comme ça que tout a commencé. Aujourd'hui, Alain et Héloïse sont pacsés. Ils ont un petit garçon qui aura bientôt 3 ans et qu'on appellera, pour ce récit, Elliot. Cet été, Alain et Héloïse sont partis avec Elliot à Saint-Pierre-de-Quiberon. Et ça leur a donné des envies. Depuis, ils prévoient de quitter le Vaucluse, de s'installer en Bretagne, et ils essayent de faire un deuxième enfant. Alain lit donc le texto que lui a envoyé Héloïse. J'ai un empêchement. Il va falloir que tu te libères tôt pour aller chercher Elliot à 16h. Bizarre ce SMS. Alain est un peu chiffonné. Déjà, il trouve le ton très directif. Il n'y a pas les petites marques d'affection habituelles d'Héloïse, les bisous et les petits mots doux qui clôt les messages de ceux qui s'aiment. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire un empêchement ? C'est trop vague. Héloïse ne travaille pas. Elle n'a pas vraiment de raison de rater la sortie de l'école de leur garçon. Alain lui fait une réponse succincte mais claire en espagnol. « Qu'est pas ça ?» avec 3 points d'interrogation. Et puis, il part déjeuner. Mais Héloïse ne répond pas. Alors il insiste. « Allez, réponds-moi, je commence à m'inquiéter. » Puis, un peu plus tard. « Si tu veux que j'aille chercher Elliot, dis-le-moi, je suis qu'à 1 heure de route. » À 14h45, toujours pas de réponse. Alain prévient son chef et quitte le séminaire. C'est sûr, il se passe quelque chose. Sur la route, l'ingénieur imagine tous les scénarios possibles. Il se dit que c'est peut-être un cambriolage. Ils se sont déjà fait voler, il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'un gars est entré et séquestre sa femme à la maison. Dans sa voiture, Alain tente de joindre Héloïse. 1 fois, 2 fois, et à chaque tentative, répondeur. Et puis, 1 heure plus tard, nouveau texto de l'intéressé. Oui, vas-y. Moi, j'ai besoin d'être au calme. Ce message ne le rassure pas du tout. Au contraire, il redouble de peur. Dans sa voiture, Alain accélère en direction d'Aubignan, où se trouve leur maison. Quand il arrive enfin, il actionne le portail automatique. Derrière, pas de voiture. La petite C3 grise d'Héloïse n'est pas là. La porte d'entrée de la maison est verrouillée. Alain l'ouvre avec sa clé et pénètre à l'intérieur. Au sol, il y a des brindilles et de l'herbe jusque dans la salle de bain.
Alain se met à chercher. D'abord, il cherche Héloïse. Il ouvre chaque porte, mais rien. Alors il se met en quête de n'importe quel indice qui pourrait lui donner une explication sur la disparition soudaine de sa femme. L'argent liquide qu'il laisse toujours à la maison et sa chaîne en or sont là. Ça ne ressemble donc pas à un cambriolage. Et puis il remarque qu'il manque une valise, le maquillage d'Héloïse et sa tablette numérique. Mince, est-ce qu'Héloïse est en train de le quitter ? C'est vrai qu'elle n'est pas très heureuse dans son rôle de femme au foyer. Avant, elle aimait bien sortir, Héloïse, voir du monde, faire les magasins. Mais depuis qu'elle a eu le bébé et qu'elle a arrêté de travailler, elle se sent un peu seule. C'est pratique de bien gagner sa vie, mais Alain passe beaucoup de temps au travail et le week-end, il est fatigué. Il n'a pas trop la tête à faire la fête. Alors oui, peut-être qu'il n'a pas été suffisamment attentionné, peut-être qu'elle en a eu assez. Comme elles sont très proches, Alain appelle la mère d'Héloïse. Elle sait sûrement quelque chose. Mais non. Sa belle-mère ne sait rien et elle se met à paniquer. À son avis, il faudrait mieux appeler la gendarmerie. Alain est donc là, le téléphone collé à l'oreille, dans sa chambre à coucher, quand il remarque une petite goutte de sang. Juste là, à l'entrée de la chambre. Son regard parcourt le sol et il y a d'autres traces, un peu plus loin dans le couloir, qui ont l'air d'avoir été essuyées. La porte d'entrée s'ouvre. Ce sont les parents d'Alain. Ils reviennent de l'école. Alain leur avait demandé d'aller chercher Elliot. Il lui raconte qu'ils ont vu la directrice et que, plus tôt dans la journée, Héloïse l'a prévenue qu'elle avait eu un problème de voiture et que son fils déjeunerait à la cantine ce midi. La voiture ? Ah mais oui, la voiture ! Alain a une révélation. Il se refait le fil. Dans son message, Héloïse lui demande d'aller chercher Elliot alors qu'elle sait qu'il n'a pas le siège auto puisque c'est elle qui l'a dans sa voiture. Vous connaissez les mères, toujours à cheval sur la sécurité routière de leur progéniture. Non, c'est impossible qu'Héloïse ait oublié le détail du siège, même si elle avait décidé de le plaquer. C'est impossible qu'Héloïse lui ait demandé d'aller chercher leur fils à l'école. Alain ne voit qu'une seule explication valable, quelqu'un a envoyé ces messages à la place de sa femme. Prévenus par Alain en fin d'après-midi, les gendarmes de Baume de Venise débarquent au domicile du couple. Ils démarrent les investigations pour disparition inquiétante. Avec eux, un technicien d'identification criminelle vient faire des prélèvements ADN et relever toute trace qui pourrait constituer un indice. Et des traces, il y en a. Il y a les petites gouttes de sang dans le couloir, mais ce n'est pas tout. Dans la baignoire de la salle de bain, le tuyau entre le pommeau et le flexible est cassé. Il y a une trace noire sur l'habillage de la baignoire. Et sur le carrelage, il y a encore des traces de sang. Alain ne sait plus trop où il en est. Il observe les gendarmes qui scrutent le moindre centimètre carré de sa salle de bain. Peu à peu, Alain sombre dans le déni. Il essaye de se persuader qu'Héloïse a décidé de faire un break, qu'elle est partie d'elle-même. Sur le lavabo, il manque la trousse de toilette beige et la brosse à dents a disparu. Une scène de crime où il manque la brosse à dents de la victime ? Non, ça ne tient pas. Alain s'accroche à l'hypothèse de la rupture, comme un naufragé à son radeau. Le lendemain matin, Alain est au radar. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Pendu à son portable, il attend des nouvelles d'Héloïse. Quand soudain, ça sonne. Alain sort de sa torpeur et se dirige vers la porte d'entrée. Mais il aurait préféré la sonnerie du téléphone, Alain. Quand les gendarmes appellent, c'est qu'ils ont une piste. Quand ils se tiennent solennellement devant votre porte, c'est qu'ils ont une mauvaise nouvelle. Avec toute la gravité du monde, Alain apprend que sa bien-aimée et mère de leur petit garçon est morte. Et les gendarmes précisent que ce n'est pas de son fait. Autrement dit, nous sommes face à un homicide. La disparition inquiétante vient de se transformer en enquête de flagrance pour meurtre. Bon, vous connaissez la chanson. Quand une femme disparaît, le premier suspect, c'est le mari. Asseyez-vous ici, monsieur, toutes nos condoléances. Maintenant, racontez-nous tout de votre vie conjugale.
Alain s'assoit donc face à l'officier de police judiciaire qui commence à dérouler ses questions habituelles. Et là, c'est la grosse surprise. L'adjudant découvre avec stupéfaction l'envers du décor de la vie de famille d'Alain. Et vous savez quoi ? Je vous le raconterai un peu plus tard. Partons d'abord prendre un bol d'air à la campagne, dans une jolie villa sur la route en direction d'Orange. C'est là que vivent Thierry, 54 ans, et sa femme Colette. Thierry est épidémiologiste. Il étudie les maladies infectieuses. Thierry travaille beaucoup. Il est en déplacement du lundi au vendredi soir. Mais là, nous sommes samedi matin, le 12 octobre. Il est 9h. Thierry et sa femme se préparent à quitter la maison pour aller faire les magasins d'ameublement. C'est là qu'il la voit. Il est en train de descendre l'escalier et elle est là. Jessie, sa cadette, plantée au beau milieu de la pièce. Thierry la regarde d'un air étonné. Jessie a 28 ans. Elle ne vit plus à la maison depuis des lustres. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Jessie lève des yeux effondrés vers son père Thierry. Elle a des bleus et des griffures sur le visage. Elle regarde son père et lui dit « Papa, j'ai fait une bêtise. Il faut que tu m'aides. » Thierry a 3 enfants dont il est très fier. D'abord, il y a l'aînée, Cindy. Ce n'est pas sa fille biologique, c'est la fille de sa femme, mais il l'a élevée depuis qu'elle est bébé. Ensuite, il y a Jessie. Elle est mariée, elle a un petit garçon de 5 ans. Elle est statut cadre dans une grosse société. C'est la stabilité de la famille et la réussite incarnée. Non, celui qui leur cause le plus de soucis, c'est le petit dernier, Bastien, bientôt 20 ans. Avec sa femme, ils s'en sont parlé hier soir. Il vit toujours à la maison et il n'a pas encore trouvé de travail. En tant que père, c'est normal, Thierry est un peu inquiet. Alors quand Jessie, la cadette, à la vie bien installée, débarque à la maison et lui demande de l'aider à cacher un corps, on se dit que parfois, les parents ne s'inquiètent pas toujours pour l'enfant qu'il faudrait. Au milieu du salon, Jessie est habillée tout en blanc. Elle est mince, blonde, les cheveux longs. Tout le monde le dit, c'est une femme vraiment très belle. Bon, peut-être un peu moins ce matin. Car ce matin, Jessie est en larmes. Son père la serre dans ses bras, tente de la consoler. Puis, il l'entraîne dans la véranda pour qu'elle lui explique ce qu'il se passe. Ce n'est pas évident, mais Thierry essaye de garder la tête froide. Jessie avoue à son père avoir tué quelqu'un. Ok, ma fille a eu un accident de la route, tragique, pense le père. Alors Thierry jette un coup d'œil à la BMW blanche de sa fille garée dans la cour. Elle est intacte, pas une égratignure. Et puis Jessie lui dit « Je suis venue pour que tu m'aides. Je ne veux pas perdre ma famille. Il faut que tu m'aides à déplacer la voiture et à y mettre le feu. » Thierry a beau aimer sa fille, il dit non évidemment. Parce que Jessie n'a pas eu un accident de la route tragique. Non, elle a tué Héloïse, la femme de son amant. Tout tremblant, Thierry appelle le cousin de sa femme, qui est policier à Avignon. « Occupe-toi de ta famille, lui répond le flic. Je préviens la gendarmerie et j'arrive. » Alors que s'est-il passé ? Quel est le lien entre Jessie et Héloïse ? Qu'est-ce que la première avait à reprocher à la seconde ? En fait, tout a démarré des années auparavant. Retournons à la gendarmerie de Carpentras. C'est Alain, le mari d'Héloïse, qui le raconte aux gendarmes pendant son audition. En 2009, il y a cette fille qui débarque dans l'entreprise, une assistante qualité à mi-temps. C'est Jessie Travaglini. Alain trouve qu'elle est sexy, habillée classe, pas comme Héloïse qui est plutôt du genre classique. Ça l'excite un peu Alain. Comme elle est jeune dans le métier et qu'elle a de l'ambition, Jessie passe dans le bureau d'Alain le soir pour lui demander des conseils sur sa carrière. Et puis, ils se mettent à s'écrire des messages, des mails. Ça dure 1 an comme ça. Et puis, une chose en entraînant une autre, sur le parking de la zone commerciale près du Auchan, Alain et Jessie craquent et leur corps se rapprochent. Pourtant, Alain vient d'apprendre qu'il va devenir papa. Mais Alain a des principes. Il dit à Jessie qu'ils peuvent se retrouver de temps en temps, pas trop, 1 fois par mois, mais qu'il y a une règle à ne jamais transgresser, il n'y aura entre eux jamais de pénétration. Parce que, pour lui, s'il n'y a pas de pénétration, ce n'est pas vraiment trompé. Comme ça, si Héloïse commence à se douter de quelque chose et lui pose des questions, il pourra lui dire que non, ma chérie, je ne te trompe pas.
Une charte avec un règlement est donc établie entre les deux amants. Pas de pénétration, pas de sentiments. Que des jeux sexuels et rien de plus. Mais Alain n'est pas la seule aventure extra-conjugale de Jessie. Apparemment, dans cette boîte, il y a des histoires sexuelles de tous les côtés. Tout le monde le sait, personne n'en parle. Pour Jessie, en plus d'Alain, il y a aussi Gilles. Gilles, c'est comme ça qu'Alain le décrit aux gendarmes, c'est le numéro 1 du classement des filles de l'usine. L'aventure entre Jessie et Gilles dure quelques mois. Et loin de rendre Alain jaloux, ça l'arrange. Il est moins tenté de la voir, la petite blonde. Ça le protège de lui-même. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais comme Alain et comme Jessie, Gilles aussi est en couple. Et la femme de Gilles n'a pas vraiment l'intention de laisser filer son numéro 1. Un jour de janvier 2013, la femme de Gilles et Jessie se retrouvent toutes les deux dans un restaurant pour régler tout ça. Laissez mon mari tranquille, merci, au revoir. Fin de l'histoire entre Jessie et Gilles qui rentrent tout penauds à la maison. Alors après la rupture avec Gilles, entre Alain et Jessie, ça reprend de plus belle. Les deux amants vont même briser la fameuse règle. Ça se passe une nuit de juillet, 4 mois avant la disparition de la femme d'Alain. Ce soir-là, Héloïse est en vacances chez son père et Alain, devant l'insistance de Jessie, finit par l'inviter à venir passer la nuit à la maison. C'est là que ça dérape. Il cède enfin aux avances insistantes, dit-il, de sa collègue. Par la suite, Alain culpabilise. Quelques jours plus tard, il prend sa voiture et file rejoindre femme et enfants en vacances. C'est cet été-là qu'ils décident qu'ils vont déménager en Bretagne et faire un autre enfant. Oui, ils vont démarrer une nouvelle page de leur vie. Alain se rachète une conduite, tout va aller pour le mieux. Mais dès la reprise, les bonnes résolutions de rentrée sont déjà oubliées. Deuxième relation sexuelle hors règlement avec Jessie. Alain décide que c'est la dernière fois qu'il se fait avoir. Désormais, il arrête de traîner au boulot, il ne répond plus aux messages coquins de Jessie. Il lui dit qu'il va avoir un autre enfant et entre eux, c'est fini. Manifestement, Jessie était habituée aux allers-retours d'Alain. Oh, je te quitte, mais je finis toujours par revenir. Souvent, c'était autour de l'anniversaire d'Héloïse en juillet. Chaque année, ça ne manquait pas. Alors, pourquoi Jessie a-t-elle tué Héloïse ? Voilà justement Jessie Travaglini qui arrive. Elle vient d'être examinée par un médecin et maintenant, elle s'assoit devant les gendarmes. Elle est en garde à vue. Elle va enfin raconter ce qu'il s'est passé dans cette salle de bain. Nous sommes donc vendredi matin. Jessie vient de déposer son petit garçon à l'école. Puis, elle se rend chez le fleuriste. Ce midi, Jessie a rendez-vous chez sa collègue et amie Marilyn, qui vient d'avoir une promotion. Alors elle veut lui offrir des fleurs pour la féliciter. Elle commande des roses blanches. Les roses blanches, symbole de pureté et d'innocence. Pourtant, dans un peu plus d'1 heure, elle va tuer une femme. Et pour le moment, Jessie Travaglini remonte dans sa voiture, pose son bouquet sur le siège passager et elle roule. Elle roule jusqu'à la commune de Monteux. Elle est à moins de 10 km de chez Alain et Héloïse. La jeune femme se gare sur le bas-côté, elle sort la petite trousse qu'elle a prise chez elle et commence à se maquiller. Pendant 20 minutes, Jessie Travaglini se pomponne et réfléchit. Elle repense au message qu'elle a reçu cette nuit sur WhatsApp. Il était 2h du matin, son téléphone a vibré et c'était la femme d'Alain. Salut, c'est Héloïse. Je suis au courant pour ta relation avec Alain. Je veux qu'on puisse en discuter entre filles. Si tu as à cœur de protéger ta famille, je te propose qu'on discute à la maison, ce vendredi à partir de 10h30. 5 minutes après, Jessie a répondu « Ok ». Ça tombe bien, elle avait justement posé sa journée du lendemain. Puis, elle a supprimé le message pour ne pas que Jean-François, son mari, tombe dessus. Et donc, ce matin, elle est là, à se maquiller dans sa voiture en attendant l'heure du rendez-vous. À 10h30 pétante, Jessie Travaglini rentre sa BMW dans la cour de la maison d'Héloïse et d'Alain. Héloïse la fait rentrer et lui propose même un café. Non merci, Jessie a l'estomac noué, elle ne peut rien avaler. Les deux femmes s'installent l'une en face de l'autre sur la table de la salle à manger et commencent à discuter.
Héloïse sait qu'Alain la trompe avec Jessie et elle veut connaître tous les détails. Ça dure depuis combien de temps ? Ça fait 3 ans et demi, bientôt 4, dit Jessie. Et où se voit-il ? demande Héloïse. Au travail, dans leur voiture ou quelquefois dans une chambre d'hôtel, répond Jessie très calmement. Ça met Héloïse dans une colère noire. Elle commence à insulter Jessie, à la rabaisser. « Je suis venue pour arranger les choses, pas pour me faire insulter », rétorque la maîtresse. Mais Héloïse s'approche, griffe son invitée au visage et la bouscule. Jessie, au sol, est effrayée. Elle se met en boule, elle tente de se protéger des coups de pied d'Héloïse. Puis, Héloïse se baisse pour lui donner un coup de poing dans l'épaule. Alors Jessie profite de l'occasion. Elle lui fait une balayette avec le pied et lui attrape les cheveux. La femme officielle tombe, tandis que la maîtresse se relève. Jessie tente de fuir. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle ne va pas à la porte d'entrée. Non, elle se dirige droit devant elle et se retrouve dans la salle de bain. Elle tente de verrouiller la porte, mais Héloïse est déjà là. Elle lui attrape le poignet et la pousse. Jessie tombe en arrière et heurte la baignoire avec sa tête. Jessie ne sait plus ce qui lui arrive. Elle est complètement sonnée. Elle se dit qu'elle va mourir ici. Et puis, elle parvient à se retourner. Maintenant, elle est à genoux devant la baignoire, prête à se relever. Mais Héloïse saisit sa tête et l'appuie de toutes ses forces contre le rebord de la baignoire. Alors Jessie donne un coup de coude en arrière et parvient à se dégager. Ça fait brutalement reculer Héloïse, qui se cogne dans le sèche-serviette. Jessie se relève, saisit le sèche-cheveux qui est posé sur le lavabo. Elle frappe Héloïse à la tête. Elle y met toutes ses forces, mais c'est comme si ses coups n'avaient pas d'effet. Alors Jessie lui envoie un gros coup de pied dans le ventre. Et là c'est efficace. Héloïse tombe en avant, entre la baignoire et le meuble de la salle de bain. Jessie veut juste que ça s'arrête. Elle veut que l'autre arrête de la frapper. Alors, elle s'agenouille sur elle, elle attrape une serviette sur le porte-serviette et elle la passe autour du cou d'Héloïse. Mais Héloïse a de la force, elle continue à se débattre. Alors Jessie se met à torsader la serviette tout en continuant de serrer. Héloïse suffoque, puis elle saigne du nez, puis plus rien. Toujours à califourchon, Jessie Travaglini serre toujours la serviette à 2 mains. Elle se penche contre Héloïse. Elle dépose son oreille sur son dos pour voir si elle entend quelque chose. Mais c'est son propre cœur qui bat à grands coups. Celui d'Héloïse s'est arrêté. Ce récit très détaillé d'une bagarre entre les 2 jeunes femmes est plutôt corroboré par le rapport du légiste. Ce que dit Jessie tient donc la route. Le seul problème avec cette version, c'est qu'on n'a jamais retrouvé la trace de ce soi-disant message d'Héloïse. Et d'ailleurs, Héloïse n'a même jamais eu l'application WhatsApp sur son téléphone. Mais alors, si Héloïse n'a pas demandé à Jessie de venir, pourquoi la maîtresse aurait-elle décidé de venir tuer la femme officielle ? Dans la salle de bain, il y a le corps d'Héloïse, étendu à plat ventre, les mains attachées dans le dos. À côté, Jessie réfléchit. Et si sa rivale se réveillait ? Alors elle part chercher un serre-flex dans sa voiture, ces petits colliers de serrage en plastique. Bon, d'habitude, ça sert plutôt à attacher des câbles électriques. Mais à la guerre comme à la guerre, ça fera l'affaire, se dit Jessie. À son retour, Héloïse n'a pas bougé d'1 millimètre. Il faut se rendre à l'évidence, Héloïse est morte. Et son téléphone se met à sonner. C'est un rappel pour aller chercher Elliot à l'école. Mince, Jessie doit trouver un scénario. Alors elle appelle l'école d'Elliot, écrit des SMS à Alain et remplit 2 valises de chaussures et de vêtements. Elle tente de faire croire qu'Héloïse est partie d'elle-même. Puis elle reprend sa BMW blanche et la gare quelques rues plus loin, pour que sa voiture ne soit pas repérée. Elle revient à pied chez Héloïse, traîne le corps de cette dernière jusqu'à sa voiture, une petite C3 grise, et le met dans le coffre. Elle pose ensuite les valises sur le siège arrière. Avant de quitter les lieux, Jessie essuie les traces de la bagarre avec la serviette qui a servi à étrangler la jeune femme. Elle va ensuite garer sa voiture un peu plus loin. Puis, elle se rend sur les bords du Rhône et jette dans l'eau les clés de la maison d'Héloïse et la serviette.
Jessie garde le portable d'Héloïse le temps d'écrire encore quelques textos à Alain, et hop, allô aussi. À 13h15, Jessie Travaglini se rend comme prévu au déjeuner chez sa collègue. Elle sort de sa voiture et lui tend le bouquet de roses blanches qu'elle lui a acheté le matin pour sa promotion, comme si de rien n'était. Jessie est maintenant en prison à Nîmes, en détention provisoire depuis 15 jours pour le meurtre d'Héloïse. Dans sa cellule, chaque chose est à sa place, tout est nickel. Et de mémoire de gardien, on a rarement vu une pièce aussi bien tenue. Il faut dire que Jessie est très organisée. Elle dit qu'elle aime faire les choses dans le bon ordre. D'ailleurs, elle n'est pas très à l'aise avec les autres détenus. Elle a peur d'être rackettée. La plupart du temps, Jessie reste toute seule dans sa cellule. Quand elle a terminé son petit ménage, la voilà qui fait des collages avec des photos trouvées dans des magazines. Elle occupe ses journées comme ça. Et franchement, à la prison, tout le monde se demande bien ce que fait cette femme ici. Bref, le temps passe et l'heure du procès a sonné pour Jessie. Maintenant, on va peut-être mieux comprendre la raison de son geste meurtrier. Installez-vous, ça commence. Février 2016, Avignon. La cour d'assises du Vaucluse s'est réunie pour juger Jessie Travaglini pour l'assassinat d'Héloïse. Il y a de nombreux journalistes et des photographes. Une femme dans le box des accusés, ce n'est pas si courant par ici. D'autant que cette femme-là ne ressemble pas à l'image qu'on se fait d'une criminelle. Elle est douce, elle parle lentement, on dirait un petit oiseau fragile. Dès le début du procès, Jessie reconnaît les faits. Oui, elle a bien tué Héloïse, mais elle s'en tient à ce qu'elle a dit aux gendarmes. C'est Héloïse qui l'a agressée la première. Mais voilà les amis d'Héloïse qui défilent à la barre pour dire à quel point jamais Héloïse n'aurait agressé physiquement quelqu'un. Si elle avait appris l'adultère d'Alain, son premier réflexe, c'est sûr, ça aurait été de prévenir sa mère. Dans la salle, la mère d'Héloïse est là justement. C'est la première fois que je la visualisais. J'ai vu en face de moi une personne qui avait été capable d'étrangler ma fille, capable d'étrangler ma fille. Mais imaginez dans quel état vous pouvez être quand vous avez en face de vous un personnage comme ça. C'est juste pas imaginable. Et puis, souvenez-vous, il y a ce soi-disant texto d'Héloïse envoyé à Jessie, un texto que les enquêteurs n'ont jamais retrouvé dans son téléphone. Et ce vendredi-là, Jessie ne travaillait pas. Elle avait posé sa journée, pile le jour où sa rivale l'invite pour discuter. Il est là, tout l'enjeu du procès. Jessie avait-elle l'intention de tuer Héloïse ? A-t-elle prémédité son crime ? Parmi les personnes présentes dans la salle d'audience, il y a ceux qui pensent que Jessie ment, que c'est une séductrice, tentatrice, manipulatrice, qui, éconduite par son amant, se serait vengée en tuant froidement sa femme. Et puis, il y a ceux qui voient en Jessie une sorte de Madame Bovary moderne, une femme désespérée et insatisfaite qui aurait cherché à améliorer son statut auprès d'Alain, un homme intelligent et haut placé dans l'entreprise. Enfin, il y a la famille de Jessie. Eux sont complètement déboussolés. Ils ne comprennent pas. Jessie est douce et gentille. Rien à voir avec la dangereuse criminelle décrite ici. Et vous, qu'en dites-vous ? À votre avis, qui est cette femme dans le box ? Quittons un instant le procès pour remonter le temps. Que je vous raconte l'histoire de Jessie Travaglini. Après ça, vous pourrez juger par vous-même. Jessie Travaglini est née le 2 octobre 1985 à Avignon. À côté de sa demi-sœur Cindy, c'est le jour et la nuit. Cindy est une ado rebelle qui s'engueule avec Thierry, son beau-père, tout le temps. Jessie, elle, est effacée et ne pose jamais de problème. Une fois, Cindy et Thierry se fâchent si fort que la grande sœur claque la porte de la maison. Plus personne ne la reverra pendant 4 ans. Jessie a 13 ans et voit alors son père sombrer dans la dépression. Ce père brutal et colérique qui sombre comme ça l'angoisse, Jessie. D'autant que la mère aussi est très fragile et qu'il y a en plus des petites difficultés financières à gérer. Plus de capitaine dans ce navire, ni papa ni maman, alors Jessie prend le rôle de chef de famille.
Elle se met à faire les tâches ménagères, passe la tondeuse, change les ampoules. Il faut bien que quelqu'un prenne les choses en main dans cette maison. À 15 ans, Jessie rencontre Jean-François, un rugbyman de 21 ans, beau, fort et très jaloux. Elle aime bien sa jalousie. Ça lui donne l'impression d'être un objet précieux. Enfin, la discrète Jessie compte pour quelqu'un. Jean-François et Jessie s'installent ensemble, se marient, mais petit à petit, Jeff revient à ses premiers amours, le rugby et les copains. Et lui aussi, comme ses parents auparavant, oublie de la regarder. Alors, Jessie reprend son rôle rassurant de gestionnaire de la maison. Elle fait tout. Elle gère tout, même le budget du ménage. Elle s'occupe des comptes et donne de l'argent de poche à Jean-François. Et Jeff, ça lui va très bien. Et puis, Jessie tombe enceinte. Et là, c'est génial. À nouveau, tout le monde la chouchoute. Je me sentais comme une petite chose fragile. Un petit morceau de sucre pour ma mère, ma sœur et mon mari. Sauf que, quand le petit garçon naît, ce n'est plus elle, le petit sucre. C'est lui. Et rebelote. En plein postpartum, Jessie se retrouve de nouveau abandonnée par les autres. Jessie trouve un emploi à mi-temps dans l'entreprise des soupes. En plus de ça, elle suit une formation. Elle commence aussi à fricoter avec des hommes sur des sites de rencontres. Et puis, elle rencontre Alain. Alain, l'homme fort de la boîte. Alain, le rock. Avec lui, elle a le droit de retomber en enfance. Elle a le droit d'être la petite chose fragile. Avec Alain, elle se sent à nouveau le petit sucre. Parce qu'Alain, il l'écoute, il la conseille, il lui dit qu'il faut se forger une carapace. Elle a des sentiments pour lui, mais elle n'est pas éperdument amoureuse. Et puis le sexe, ce n'est pas très important pour elle. Non, ce qui compte pour Jessie, c'est qu'elle a le droit d'être fragile et qu'enfin, elle existe dans les yeux de quelqu'un. Retour dans la salle de la cour d'assises du Vaucluse. Dans le box, l'accusée ne dit pas grand-chose. Elle ne dit pas qu'elle aime Alain. Ça aurait pu l'aider pourtant de plaider l'amoureuse désespérée. Mais Jessie ne dit rien. Dans la salle d'audience, même ses avocats la trouvent froide et taisante. Le procès dure 3 jours. Et pendant 3 jours, Jessie Travaglini ne fait rien pour susciter l'empathie. La mère et la sœur d'Héloïse le racontent aux équipes de l'émission Reportage. J'avais en face de moi un monstre d'indifférence, un monstre d'égoïsme, de recentrage sur elle-même. J'ai eu beaucoup de colère vers elle. Elle a maintenu et soutenu l'insoutenable. Tous les experts disent que toutes ces histoires ne tiennent pas la route, dont le médecin légiste, les experts téléphone, les experts je sais pas quoi. Tout le monde a pris tous ces arguments un par un en disant c'est pas possible et qu'elle maintient sa version. Je trouve ça quand même vraiment... Elle a proféré 3 mots d'excuses qui n'avaient aucune sincérité, elle aurait mieux fait de se taire, ça servait à rien. Jessie applique-t-elle le conseil d'Alain qui lui disait dans leur conversation au bureau de se robotiser ? Est-ce que devant cette cour d'assises, elle est redevenue la petite fille solitaire et silencieuse dont personne ne se préoccupait ? Dans le dernier épisode, je poserai ces questions à Geneviève Morel, psychanalyste, spécialiste des crimes au féminin et qui a accepté d'analyser pour nous la personnalité de Jessie Travaglini. Mais pour le moment, le jury s'apprête à livrer sa sentence. Va-t-il retenir la préméditation ? Comment va réagir l'accusé ? Jessie Travaglini va-t-elle donner une autre version et raconter la vérité ? Dans la salle, tous les yeux sont rivés sur elle. Cette fois, elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas regardée. « 30 ans de réclusion criminelle pour Jessie Travaglini. Le verdict est tombé tard dans la nuit et la cour a suivi à la lettre les réquisitions de l'avocat général. L'accusé, âgé de 30 ans, a été reconnu coupable d'homicide volontaire sur la compagne de son amant. La préméditation n'est pas retenue, mais c'est tout comme tant la peine est lourde. 30 ans de réclusion criminelle. C'est trop, crie Cindy, la demi-sœur de Jessie. Dans le box, la meurtrière ne réagit pas. Elle garde le silence. Elle laisse la famille d'Héloïse, qui refuse de croire que leur fille a initié l'altercation, sans réponse et sans aveu. Le verdict sera confirmé en appel. Bonjour Geneviève Morel.
Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes psychanalyste et spécialiste des homicides commis par des femmes. Votre livre, intitulé « Tueuse », paru le 12 septembre aux éditions Erès. Dans cet ouvrage, vous tentez de comprendre quelles sont les spécificités des crimes commis par les femmes. Alors, on va parler de votre livre, mais d'abord, vous avez accepté pour Homicide de nous aider à décrypter la personnalité de Jessie Travaglini. Vous ne l'avez jamais rencontrée, je précise, mais vous avez pu consulter les expertises psychologiques et psychiatriques dont elle a fait l'objet pendant l'enquête. Alors, dans votre livre, vous étudiez les causes du passage à l'acte criminel chez les femmes. Du meurtre particulièrement, exactement. Selon vous, quel a pu être le déclencheur pour Jessie Travaglini? Alors, d'après ce que j'ai lu, en fait, elle s'est décidée 3 semaines avant le meurtre, au moment où elle avait un pacte avec son amant, Alain Castel, je crois, dans cette liaison qui durait depuis 3 ans, puisque vous l'avez rappelé avant. Et ce jour-là, il avait rompu le pacte, il l'avait reçu, je crois que c'était chez elle d'ailleurs, ou chez lui, je ne sais plus, je crois que c'était chez elle. Et donc, il avait rompu le pacte, d'une part, et d'autre part, il lui a... Donc, ça veut dire, le pacte, ça voulait dire qu'ils ne couchaient pas ensemble, enfin, qu'ils faisaient des jeux sexuels, mais qui n'étaient pas aboutis au sens traditionnel du terme. Il lui annonce qu'il va faire un 2e enfant à sa femme et qu'ils vont partir en Bretagne. Voilà. Donc, 2 choses contradictoires comme ça. Et à ce moment-là, elle dit, c'est ce qu'elle a dit, maintenant, je sais ce que je vais faire. Donc, ce jour-là, 3 semaines avant, il y a une décision qui est prise de quelque chose, mais qui est vague. Vous voyez, je sais ce que je vais faire. Ah oui. Bon, voilà. Et en fait, oui, à ce moment-là, elle a posé une journée de congé et elle a mis les trucs en place. Alors, la deuxième chose qu'il faut se dire, c'est que ce qu'elle a... Alors, je ne pense pas du tout, moi personnellement, enfin on y reviendra, je ne pense pas spécialement qu'elle a prémédité de tuer sa rivale. Mais elle a décidé de faire quelque chose. Et ce quelque chose qu'elle fait, c'est sur le modèle de quelque chose qui lui est déjà arrivé en 2012, c'est-à-dire donc 1 an avant. Elle avait un autre amant et elle raconte, tout ça elle le raconte, c'est pas, que la femme de cet amant l'avait convoquée, que la harcelait et l'avait convoquée pour un entretien. En fait, il semblerait que ce soit l'inverse, soit elle déjà qui ait provoqué la rencontre et l'autre qui l'ait rappelée, si j'ai bien lu, parce que j'ai lu. Et que l'autre, d'ailleurs, les trouvait extrêmement arrogante, etc., etc. Et donc, elle fabrique la même rencontre, si vous voulez. Et donc, déjà, à l'époque, elle se croyait aimée, alors que c'était vraiment pas clair, voyez. Et là, donc, elle fabrique dans sa tête le même scénario. C'est-à-dire, l'autre l'aurait appelé pour lui donner rendez-vous, etc. Alors, comme vous le savez, on n'a jamais retrouvé de SMS. Sûr, donc oui. Là, il y a une preuve que c'est pas vrai. Tout à fait. Et donc, elle monte cette rencontre. Donc, en tout cas, elle se décide 3 semaines avant à faire quelque chose. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas d'acte, pour vous, il n'y a pas d'assassinat, puisque le meurtre n'est pas prémédité. Non. En revanche, il y a bien une préparation. Il y a la préparation de quelque chose de vague, qui est mettre les pieds dans le plat, on peut dire, d'une certaine façon, c'est-à-dire aller voir sa rivale et probablement... Bon, alors moi, ce que je pense, je m'expliquerai après là-dessus, je pense qu'elle se croyait aimée. Mais dites, pourquoi vous dites ça? Alors, je dis ça parce que, d'une part, elle l'a confié à une amie. D'autre part, même si au premier procès en 2016, il y a eu 2 procès direct et procès d'appel, 2016-2017. Or, c'est toujours intéressant de regarder ce que les personnes disent aux assises. Or, ça n'était pas dans les documents que vous m'avez donnés, mais j'ai regardé les coupures de presse des journalistes qui suivaient le procès. En 2016, elle a plaidé la légitime défense, donc l'innocence, ça veut dire. Donc, elle ne pouvait absolument... Donc, ça voulait dire... Donc, elle s'est tenue à cette version. Elle m'a convoquée, j'y suis allée, voilà. Et puis, ça s'est envenimé. Je lui ai tapé... Je l'ai étranglée, enfin, voilà. Et puis, dans la deuxième version, elle a, bien sûr, pas nié l'acte, mais elle a dit que c'était une grande histoire d'amour entre elle et Alain. Donc, elle a reconnu cet amour. Donc, en fait, elle se croyait aimée. Et quand lui, par exemple, il transgressait le pacte, elle pensait que, voilà... comment il fallait l'interpréter, ça voulait bien dire qu'il y avait quelque chose, etc. Et puis finalement, ils se sont trahis puisqu'il lui annonce qu'il s'en va et qu'il va faire un deuxième enfant. Ils se sont trahis, mais peut-être qu'en allant là-bas, elle espérait rétablir quelque chose, mettre les pieds dans le plat, expliquer. Je pense que ce qui a été très déclencheur, c'est aussi l'idée de l'enfant, parce elle-même voulait un deuxième enfant, elle était dans une situation en miroir un peu avec sa rivale, elle voulait un deuxième enfant, et donc le fait que lui annonce qu'il allait faire cet enfant à l'autre et qu'ils allaient partir, je pense que c'était vraiment insupportable. C'est la trahison. C'était la trahison, probablement. Voilà. Alors, ceci dit, je ne pense pas qu'elle voulait spécialement la tuer. Je pense que le scénario, ça a été donc...
cette impulsion d'y aller, et sur place, bon, évidemment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on sait qu'il y a eu une bagarre, ça c'est sûr, mais on sait aussi que c'était une fille qui était très frêle et fragile, et qu'elle a été capable d'étrangler quelqu'un de beaucoup plus costaud qu'elle, donc probablement dans une crise de rage et d'une transe, ce qu'on appelle une transe criminelle, ou ce qu'on voit par exemple dans des meurtres où les personnes ne donnent pas un coup de couteau mais 40, enfin vous voyez des choses comme ça qu'on voit souvent, c'est-à-dire que pour passer à l'acte, il y a une espèce d'état particulier qui se met en place, de rage, de colère, et elle dit de peur. Parce qu'en fait, quand elle invente tout ça, elle y croit, si vous voulez. Moi, mon idée, c'est que quand même, elle délire un peu, cette fille. Donc elle pense, c'est pas simplement du mensonge comme ça, elle pense être aimée, et elle s'auto-persuade qu'elle est très très importante, elle est au centre de cette affaire. Elle pensait peut-être que l'autre était au courant, et en tout cas, elle avait peur de l'autre. Et quand elle dit « j'ai eu peur et je me suis défendue », c'est peut-être vrai. C'est vrai qu'elle a eu peur. Elle a eu peur parce que l'existence de l'autre, de toute façon, la mettait effectivement en danger, c'est un fait. Et de toute façon, il est possible que donc ce se soit emballé comme ça sur place, comme on voit souvent. Mais que c'était pas prémédité. De toute façon, elle n'a pas été condamnée pour préméditation parce qu'elle n'avait pas d'armes. Et c'est vrai que pour quelque chose de prémédité, ça aurait été très mal préparé, il faut bien dire. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut la décrire, cette petite, je suis désolée de dire petite, mais c'est vrai, cette Travaglini qui fait 53 kilos, alors elle fait 1m70, elle n'est pas petite, mais elle est frêle, et puis elle est capable, comme ça, cette petite femme fluette, d'une telle violence. On est capable, comme ça, à des moments, n'importe qui est capable, comme ça, à un moment de sa vie, de devenir quelqu'un d'autre, si je puis dire. Je pense que oui, le passage à l'acte met les personnes dans un état particulier. Et c'est ça qui est l'ambiguïté. C'est souvent des formules comme ça. J'ai dû faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. J'ai décidé. Je savais ce que j'allais faire. Mais en même temps, dans je savais ce que j'allais faire, c'est totalement équivoque. On ne sait pas, vous voyez. Elle ne sait pas elle-même. Voilà. Alors, il y a toujours ce besoin de chercher dans le passé d'une personne pour essayer aussi de comprendre ce qu'elle est devenue en tant qu'adulte et pourquoi elle passe à l'acte. On sait que Jessie, elle vit dans un environnement pas forcément très sain. On a décrit largement dans Homicide son histoire familiale, l'impact notamment des relations violentes entre son père et sa demi-sœur qu'elle a vue, Cindy, les relations compliquées avec ses parents. Est-ce que là, elle explose? Est-ce que ça forge quelque chose chez elle qu'on ne voit pas, mais qui est quand même ancré en elle et qui va se manifester à ce moment-là? Alors, on n'a pas de mention de crise de violence antérieure, contrairement à d'autres cas où on voit ça, et je ne trouve pas, si vous voulez, que son passé soit particulièrement épouvantable par rapport à des cas que j'ai vus. Bon. Ceci dit, il y a un épisode intéressant, c'est effectivement ce que vous rappelez avec Cindy, c'est que surtout Cindy n'était pas la fille du père, et que lui fait une sorte de dépression quand Cindy quitte le foyer. Donc j'imagine, si vous voulez, que c'était un peu dur à encaisser pour la fille légitime, vous voyez. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle a vécu un trou noir à ce moment-là, que son père a fait une dépression et qu'elle a vécu un trou noir. Donc il y a eu quelque chose où elle est un peu passée à l'as et qu'elle s'est forgée une carapace. Il y a aussi l'idée, alors dans toute son histoire, on voit l'idée qu'elle est le centre. Elle est tellement importante pour sa mère que sa mère manque la tuer quand elle rencontre son mari. Un accident de voiture. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle raconte. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle se sent, sa mère fait une dépression ou une tentative de suicide, enfin, je ne sais plus. En tout cas, quand elle quitte le nid, le fait qu'elle s'en aille, c'est vraiment quelque chose de catastrophique pour tout le monde, vous voyez. Un peu aussi là en miroir avec la demi-sœur où c'était catastrophique pour le père. Donc je pense que elle est un peu au centre en effet. Et là, elle comprend pas pourquoi elle est pas au centre finalement. Voilà. Et alors il y a en plus donc si on regarde, si on voit ça sous l'angle d'une érotomanie, c'est-à-dire du fait qu'elle pensait être vraiment aimée, malgré les dénégations de cet Alain. En tout cas, tout se déclenche à la naissance de son fils. C'est-à-dire à la naissance de cet enfant, Lucas, elle dit, il n'y en avait plus que pour Lucas. Pendant la grossesse, tout le monde était autour de moi, mais à la naissance, c'était lui le petit sucre. Ce qui est le cas de toutes les femmes qui ont accouché, mais elle ne le supporte pas. Disons que ça lui fait un drôle d'effet, et c'est à ce moment-là qu'elle commence une vie, qu'elle commence à aller sur les réseaux, à rencontrer des amants, enfin, alors que jusqu'à présent, elle avait été très fidèle à son mari. Ouais. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, son mari s'en aperçoit, ils sont un peu au bord du divorce. Et c'est là que donc, elle rencontre Alain. Alors, elle fait aussi de la promotion professionnelle, etc. Donc, elle est très, très active. Et elle rencontre donc cet Alain dans sa nouvelle boîte de soupe, je ne sais pas quoi, Liebig ou Campbell, je ne sais plus. Et puis après, quelques mois, donc, elle a cette liaison avec lui.
Et comme lui, il lui dit qu'elle se trompe, qu'il n'a pas de sentiment pour elle, elle essaye un autre amant, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, puis après elle revient à lui, après la scène où elle rencontre la femme, qui est quand même une sorte de répétition générale de ce qui va se produire après. Voilà. Alors justement, dans votre ouvrage, vous vous appuyez sur les cas de vrais criminels et vous analysez des films de fiction dans lesquels les femmes tuent. Et puis justement, dans River of Grass, l'un des films que vous citez, il y a cette phrase d'un personnage qui dit « Si nous ne sommes pas des tueurs, alors nous ne sommes rien ». Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer à Jessie Travaglini ? Est-ce que tuer peut devenir une nécessité pour continuer à exister, d'après vous ? Alors, c'est une fiction que j'ai donnée comme exemple du fait que, pour certaines personnes, le meurtre accomplit quelque chose que n'accomplirait pas, par exemple, un mariage. Donc là, c'est le cas. C'est-à-dire, je peux vous raconter en 2 mots l'histoire. Donc, c'est un film de Kelly Richard, qui est connu pour d'autres films, très excellente cinéaste. Et donc... c'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune femme plutôt, dont la mère est partie, a quitté le foyer pour aller jouer dans un cirque, c'est ce qu'on dit. Donc elle a laissé le père et elle, fille unique. Et en fait, donc elle est mariée, elle a des enfants, et elle est tout le temps en train de rêvasser sur le destin de sa mère. Et donc un jour, elle laisse ses enfants du style, je les laisse sur le canapé, les bébés, et je pars en boîte de nuit. Et là, elle rencontre une sorte de raté caricatural qui la drague et qui a ramassé sur le sol un revolver qui se trouve, bon c'est un peu humoristique, se trouve être le revolver du père qui est policier, du père d'elle qui est policier, enfin par hasard, c'est un drôle de hasard. Enfin en tout cas, bon. Donc il l'emmène dans une propriété avec piscine, il lui fait croire que c'est chez des amis, mais en fait c'est une pure effraction. Et au moment où il se joue à manipuler l'arme, il y a le gardien qui sort et il croit tuer le gardien. Et à ce moment-là, sa vie bascule dans une sorte de fuite et elle sent pour la première fois des papillons dans le ventre. C'est-à-dire ce crime qu'elle croit avoir commis avec lui. La fait exister, puis fait exister le couple. Là où elle, quand elle était mariée, ça marchait pas. Et donc, si vous voulez, après, tout se casse la figure parce qu'à un moment donné, lui, il voit dans les journaux qu'il n'y a pas eu de meurtre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va le tuer, lui. Parce que elle dit, c'est à ce moment-là qu'elle dit cette phrase, si on ne tue pas, on n'est rien. Voilà. Donc, c'est... Au fond, l'idée, si vous voulez, que ça donne un socle d'existence du moi, comme une sorte d'escabeau, et aussi au couple. Voilà. Alors, dans le cas de Jessie, moi, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense vraiment qu'il y avait une érotomanie, qu'elle se pensait aimée, trahie, et qu'elle pensait soit rétablir la situation en intimidant l'autre, en lui révélant la vérité, soit effectivement qu'elle était furax, et que, enfin, dans les 2 cas, d'ailleurs, elle était furax, ça c'est clair, et puis qu'elle est passée à l'acte. Voilà. Alors, depuis des années, quel que soit le degré d'émancipation de la femme, la proportion de crimes au féminin reste la même. Il y a quand même moins de femmes qui tuent. Elles ne tuent 6 fois moins. 6 fois moins. Elles ne tuent pas pour les mêmes raisons qu'un homme. Sans vouloir faire non plus de généralité, mais qu'est-ce qui fait qu'une femme va tuer ? Alors, quand on ne dit pas pour les mêmes raisons, si, c'est vengeance, trahison, etc. Enfin, les circonstances des crimes sont les mêmes, a priori. Ce qui est différent, je pense, c'est la valeur que prennent par exemple, la valeur que prend une trahison, la valeur que prend un mensonge. Et je pense que les femmes sont très sensibles à la parole, justement, à la promesse. Voyez, et qu'elles sont prêtes à tuer pour des choses comme ça, alors que les hommes sont plus peut-être prêts à tuer par possession. C'est-à-dire, si une femme les trompe, bon, ils vont la tuer. Par exemple, les féminicides, souvent, c'est des histoires comme ça. Donc, du coup, il y en a beaucoup, évidemment. Ça explique qu'il y en ait beaucoup plus. Je pense que les femmes, c'est plus la rupture de la promesse, quelque chose qui est lié à l'amour, à une vision du couple, comme là, on voit, un peu érotomane, où c'est très important d'être deux, de ne pas mentir, etc. Et où donc, moi, dans les crimes que j'ai étudiés, dans les meurtres que j'ai étudiés, il y avait souvent... tu m'avais promis, ou bien tu ne croyais pas, tu ne voulais pas me dire des mots d'amour, ou bien je ne pouvais pas répondre à des insultes, j'étais insultée, j'arrivais pas à répondre, et j'ai pris un couteau, c'était un mot couteau, j'ai entendu ça, vous voyez. Donc ça, je raconte dans certains cas de... Alors justement, avant de finir, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressée à ce point-là aux femmes criminelles, au point d'en écrire un livre et d'analyser leurs crimes ? Alors d'une part, je me suis toujours intéressée aux femmes. Donc j'ai travaillé déjà sur la sexualité féminine, sur l'ambiguïté sexuelle, sur la maternité, sur le rapport des filles à la mère, etc. Et là, je me suis intéressée parce que justement, c'était un phénomène minoritaire et a priori un peu étonnant parce que les sociologues du 19e siècle, donc un sociologue comme Durkheim pensait que dès que les femmes seraient plus intégrées au monde du travail, par exemple, il y aurait plus d'égalité aussi dans la violence, dans les crimes, oui. Et certaines féministes aussi. Certaines féministes pensaient la même chose, c'est-à-dire que l'égalité entre
entre les hommes et les femmes, elle est amènerait l'égalité au niveau de la violence. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des juristes qui ont dit les femmes résistent au crime. Ah ouais. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est parce que c'est des choses souvent plus subtiles. En fait, Ouais. voilà. C'est-à-dire que les raisons sont plus subtiles. Alors, bien sûr, il y a tout un domaine que j'ai étudié aussi dans mon livre sur les infanticides, où c'est la séparation, où c'est le rapport à la propre mère de la meurtrière qui fait qu'elle ne s'est jamais bien séparée et qui va se reporter sur son rapport à l'enfant, où il y a une absence de séparation, ce qui fait que quand elle tue l'enfant, elle se prive de quelque chose à elle. Elle ne tue pas un autre, voyez. Ouais. Et donc, c'est un peu différent de tuer quelqu'un d'autre, au fond. Voilà. Bon, on vous réinvitera du coup pour parler de ces terribles meurtres de femmes qui tuent leurs enfants. Oui. On l'a déjà traité pour homicide. Je vous remercie, Geneviève Morel, d'être venue en studio pour nous donner votre point de vue sur cette affaire Tragliani. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Tueuse, du crime au féminin, clinique, faits divers et thriller. Voilà, paru aux éditions RS. Merci beaucoup, Geneviève Morel. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison consacrée à l'affaire Jessie Travaglini. Chers auditeurs, j'espère que cette saison vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés et de parler d'homicide autour de vous.